Une once de prévention vaut une livre de guérison. Cette maxime de Benjamin Franklin illustre parfaitement l'engagement d'Adrien Chignard, psychologue du travail et des organisations, fondateur du cabinet Sens et Cohérence. Bienvenue chez auditeurs dans ce 25e épisode Confidence de dirigeants, dédié à la prévention et la santé mentale, thème que j'affectionne particulièrement au sein de mon cabinet de chasse et de coaching Stratéum Conseil, pour anticiper les méfaits du stress sur la santé, l'impact des comportements dysfonctionnels, véritable bombe à retardement sur la baisse de l'engagement du capital humain des entreprises. Bonjour Adrien, sois le bienvenu. Bonjour Viannette, merci. Je te remercie vivement d'avoir accepté mon invitation. Tu es de ceux qui éclairent pour faire avancer et tu incarnes une rare combinaison de lucidité tranchante, de profondeur humaine et d'un humour désarmant. Avec ta pédagogie vivante, ton énergie communicative, tu arrives à traiter des sujets sensibles sans les édulcorer, tout en les rendant accessibles à tous. Depuis près de 20 ans, tu mets ton expertise au service de la transformation des environnements professionnels en plaçant la santé mentale et la qualité de vie au travail au cœur des préoccupations managériales. Ta vision repose sur un double axe, réduire les risques psychosociaux et favoriser les ressorts de motivation, de santé et de performance collective. Tu rappelles à juste titre que le burn-out n'est pas un problème individuel, mais le symptôme d'un dysfonctionnement organisationnel. Et tu milites pour une prévention systémique ancrée sur le renforcement des collectifs de travail et la création de climats de sécurité psychologique. Auteur de livres à la fois profonds et accessibles, Bien dans votre job, les 25 astuces du psy pour éviter d'aller le voir ou encore la petite goutte d'eau qui s'envolait d'avoir fait déborder le vase, tu interviens aujourd'hui dans des conférences, des formations, mais aussi dans les médias pour sensibiliser les dirigeants, tout comme les collaborateurs aux enjeux cruciaux de la santé au travail. Tu portes un message fort, la santé mentale n'est pas une option, c'est un levier stratégique pour la performance durable et l'engagement collectif. Est-ce que tu pourrais me parler de ton enfance, du choix de tes études et puis de tes valeurs ? En fait, moi je suis né dans un petit village de campagne en Touraine avec une maman infirmière et un père qui est technicien de laboratoire dans un grand laboratoire pharmaceutique. J'ai toujours été passionné de littérature en fait, j'ai jamais aimé trop le foot, j'étais un enfant plutôt solitaire qui adorait bouquiner. J'étais un passionné de philosophie, un passionné d'histoire et en fait à la base moi je me destinais pas à être psychologue du travail du tout, je voulais être prof d'histoire parce que ce qui m'a passionné depuis très longtemps c'est les systèmes concentrationnaires nazis et ce qui faisait que la personne lambda en fait, l'électricien, le charcutier, l'instituteur ait pu être enrôlé dans ce qu'on appelait les Einsatzgruppen pendant la Seconde Guerre mondiale, comment l'individu pouvait développer des comportements dits monstrueux alors que c'était une personne tout à fait normale, lambda. Quelle était la psychologie morale quelque part qui orientait nos choix, nos décisions et surtout nos comportements au quotidien. Et alors, naturellement, j'ai cherché dans la philosophie, chez Hannah Arendt notamment, sur la question de la banalité du mal, sur Eichmann à Jérusalem, ce qui se tramait, ce qui se passait. Ça m'a passionné, mais ça m'a pas suffi. Et je suis allé voir en psychologie clinique derrière pour essayer de comprendre un peu les tréfonds de l'être humain. Et puis j'ai découvert, et franchement Viannette, ça fait 20 ans que je fais ça et ça m'a jamais dépassionné. J'ai découvert la psychologie sociale, c'est-à-dire l'influence des normes, du collectif, des environnements, sur les pratiques individuelles. J'ai découvert l'expérience de Milgram d'abord et j'ai découvert qu'on pouvait aimer la littérature, aimer l'histoire et finalement devenir psychologue du travail. Et tu vois, après 20 ans, c'est toujours une passion. Je le sens et puis je le constate, c'est formidable. Alors là, pour rentrer dans le vif du sujet, en fait, tu m'as pas parlé de tes valeurs justement. Est-ce que tu peux me parler de tes valeurs ? Sur quel socle ? Est-ce que c'est un thème qui te plaît ? Je peux parler de mes valeurs assez facilement dans la façon que j'ai de me présenter. À chaque fois, j'aime qu'on dise Adrien Chignard, psychologue du travail. C'est-à-dire que moi, là, j'ai pas besoin qu'on fasse de moi quelqu'un qu'on va enluminer. C'est-à-dire, je suis assez peu sensible au fait qu'on mette des galons partout. Ce que j'aime, c'est beaucoup de simplicité, beaucoup d'authenticité. Et ce qui me plaît beaucoup, on est dans les questions des dirigeants, ça fait bientôt 20 ans que je travaille. Ma société actuelle, Sens et Cohérence, ça fait 12 ans que je l'ai. Et il y a deux choses qui me plaisent. C'est notamment cette question de la fidélité. C'est-à-dire que j'ai 0% de turnover en 12 ans. Dans un cabinet de conseil, je veux bien me comparer avec qui tu veux. Et en 12 ans, j'ai les mêmes clients. C'est-à-dire qu'on a des nouveaux clients tous les ans, mais j'ai les mêmes depuis 12 ans. Et pouvoir appeler un DRH, un médecin, un syndicaliste en lui disant « Écoute, là, je crois que vraiment t'as déconné. Et je pense que tu le sais. » Et qui te dit « Je sais, mais j'ai besoin que tu m'aides sur le sujet. » En fait, cette sincérité, cette authenticité dans la relation, cette simplicité dans les rapports humains, je pense pas que c'est parce que je suis psychologue, c'est parce que ça m'anime beaucoup au quotidien. J'ai la chance d'être marié à une psychologue qui fait la même chose que moi et j'ai des enfants avec lesquels on est dans cette sincérité à la fois du discours ou des émotions et c'est quelque chose qui m'est très précieux. La santé mentale et la prévention, donc on va plonger dedans en tant que psychologue du travail.
Comment tu définis la prévention en santé mentale au sein des organisations ? En fait, on a coutume de différencier 3 composantes dans la prévention. On parle de prévention des risques psychosociaux, Vianette, mais c'est quelque chose qui est parfois un petit peu compliqué à comprendre parce que le terme est un peu empoulé. Si on parlait par exemple de sécurité incendie, d'éviter le risque incendie, on se dirait qu'il y a 3 niveaux de prévention. Une prévention qu'on va appeler primaire, c'est-à-dire avant que ça brûle. La prévention primaire, c'est de regarder ensemble dans ton bureau s'il y a des fils électriques dénudés parce que c'est ce qui va générer des arcs électriques et provoquer des départs de feu. En situation de travail, la prévention en santé mentale, c'est de regarder dans les collectifs, dans les organisations, quels sont les facteurs de stress, pour parler un langage tout à fait simple, qui vont pouvoir générer des problématiques de santé physique, de santé mentale et de performance business, parce que n'oublions pas, Vianette, que la seule vocation d'une entreprise, c'est de produire de la valeur. Mais pour produire de la valeur, il nous faut être en bonne santé. Ne me crois pas sur parole, va travailler avec une tension à 19, une fièvre à 39 et une jambe cassée, tu vas te rendre compte que tu ne seras pas très productive. Et donc, le job ici, c'est d'inféoder la question de la santé mentale aux questions de performance business des entreprises, parce que là encore, il faut qu'on ait à l'esprit des uns les autres que le premier des risques psychosociaux au travail, c'est de perdre son travail. C'est pas parce que je travaille dans les risques psychosociaux que le travail me pose problème. J'adore travailler et l'INRS nous le dit, le travail est excellent pour la santé. C'est le premier lieu de socialisation de l'adulte. On a besoin des autres pour être heureux. Simplement, les conditions dans lesquelles on l'exécute, de temps en temps, peuvent être délétères. Prévention primaire, c'est avant que ça brûle. Donc on va auditer les facteurs de risque psychosociaux et on va essayer de mettre en place des organisations qui sont propices à la performance et à la santé. Deuxième niveau de prévention, c'est une prévention qu'on va appeler secondaire. C'est que même si on a regardé tous les fils électriques, la foudre est tombée, on n'y est pour rien. Et il y a un départ de feu. Le feu est là. C'est pas avant, c'est pendant. La prévention secondaire, c'est il y a le feu. Et là, on va devoir tous les deux se former pour savoir comment agir. On ne va pas récupérer ton sac qui est tout au fond. On va prendre le chemin de la porte ou alors on va plutôt ramper par terre pour éviter de respirer des fumées qui sont toxiques. En fait, c'est développer les compétences des collaborateurs, des managers et des codires des ex-com pour faire face aux situations compliquées. C'est essentiellement de la formation, du coaching, de l'accompagnement. Et puis, la vie est ainsi faite que la prévention, c'est un jeu probabiliste. Parce que ce que l'on va prévenir, ce sont des risques. Mais qu'est-ce que c'est qu'un risque dans la littérature scientifique ? Un risque, c'est un produit. C'est le produit d'une exposition fois un danger. C'est bientôt l'été, on va faire des barbecues, on peut risquer de se brûler. Et bien, si tu es très loin du barbecue, tu es très peu exposé, alors le risque est faible. Si tu es très proche, tu es très exposé, encore faut-il qu'il y ait une grande flamme, donc un danger. Eh bien, ce jeu probabiliste, il nous invite à avoir la lucidité de se dire que quand bien même tu as prévenu, quand bien même tu as formé, parfois certains se sont brûlés. Ce qu'on appelle de la prévention tertiaire, c'est il y a des personnes affectées, des burn-out, du stress, de l'anxiété, des états dépressifs majeurs, des suicides parfois, des harcèlements, des agressions, des viols, des situations de travail qui sont délicates. Et c'est comment prend-on en charge ce qu'on va appeler du post-trauma, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu des situations singulièrement délicates pour leur santé mentale et qu'on va inviter à restaurer leur santé mentale lorsque c'est possible, ou alors à avoir des deuils. Alors il faut savoir que le cerveau humain est très bien fait pour gérer les deuils. Simplement, il existe des formes de deuil qu'on appelle des deuils pathologiques qu'il nous faut éviter pour pouvoir cheminer de façon heureuse à la fois dans sa vie professionnelle mais aussi dans sa vie personnelle. Tu pourrais m'en dire un peu plus sur le deuil pathologique ? En fait, ce que l'on sait, c'est que vieillir, c'est voir beaucoup de gens qu'on aime mourir. Au fur et à mesure que les années passent, c'est voir des parents, des grands-parents, des proches affectés par la maladie, les accidents de la vie ou tout simplement la vieillesse. Or, l'être humain sait très bien intégrer le deuil. C'est normal, parfois les gens me disent « mais je suis hyper triste parce que j'ai perdu mon grand-père ». Et je dis « mais c'est heureux ». Quand seriez-vous triste sinon ? La tristesse, ça n'est pas une émotion négative, Vianette, ça n'existe pas, les émotions négatives. C'est une émotion pénible. Mais elle a une fonction, la tristesse. La tristesse, ça invite à générer de l'empathie d'autrui, à attirer effectivement une réassurance dans le groupe social qui permet sa perpétuation. Et donc, le deuil pathologique, c'est l'idée selon laquelle, si au bout d'un certain temps, vous vous réveillez encore la nuit en faisant d'énormes cauchemars, si à chaque fois l'évocation du souvenir est difficile, je vais prendre un exemple très concret pour nos auditeurs. J'ai eu 42 ans la semaine dernière, et lorsque j'étais au collège, j'ai eu une histoire d'amour avec une fille qui s'appelait Lucille. Laisse-moi dire que ça remonte quand même à plus de 28 ans tout ça. Et tu remarques que quand je t'en parle, Vianette, je ne pleure pas. Et pourtant, cette Lucille m'a quitté à l'époque. Eh bien, j'ai intégré ce deuil de cette relation amoureuse comme étant un mauvais souvenir. Je lui ai fait une place dans mon cerveau, dans ma mémoire à long terme, comme étant un mauvais souvenir, mais il ne réactive rien
d'un point de vue d'une détresse psychologique ou d'une tristesse. Et donc le deuil normal, il te permet d'intégrer une situation délicate comme étant un souvenir, mais que tu vas déconnecter d'une manifestation émotionnelle très forte à un instant T. Le deuil pathologique, c'est quand même des années après, effectivement, tu as des effractions psychiques, ça te réveille la nuit, et tu vas éviter plein de situations qui pourraient te rappeler ça, parce que le deuil n'est pas véritablement normal. Ça, c'est un point très important. Je te remercie de nous l'avoir expliqué. Alors, quels sont selon toi les signes précurseurs d'un mal-être au travail que les dirigeants devraient apprendre à reconnaître ? Alors, on peut se parler des signaux chez l'individu, mais j'espère qu'on aura l'occasion aussi de parler des signaux dans l'organisation. J'ai coutume de dire que si on veut détecter une personne qui est en difficulté, il y a une petite règle à suivre qu'on peut appeler la règle des 3 I. Le premier I, c'est l'isolement. Si les oiseaux se cachent pour mourir, comme nous disait l'adage, eh bien, les êtres humains, ils se cachent pour souffrir. C'est-à-dire que quand on va pas bien, on va opérer ce que les psychologues appellent un retrait social. On n'a pas envie de montrer cette face-là de nous au monde. Quand tu rentres le soir chez toi, tu as envie de manger des sucreries et de te mettre sous un plaid en regardant la télé et en arrêtant d'aller voir du monde. C'est quand tu rentres le soir à la maison et que tu dis à ton conjoint ou ta conjointe qui te dit mais t'as pas oublié qu'on a un barbecue chez les copains demain, et que tu dis oh non demain moi j'ai plus envie de voir du monde. Mais au travail, c'est que les personnes, soit elles sont moins là, c'est-à-dire t'as des arrêts de travail, elles posent bizarrement tout leur RTT alors qu'elles le faisaient pas avant, ou alors elles s'impliquent moins, elles sont là mais elles sont pas là. C'est-à-dire en réunion on ne t'entend plus, tu ne t'impliques plus dans les projets, tu ne veux plus mettre en place des choses transverses, tu prends moins la parole, on te sent ailleurs, même quand t'es là, t'es plus vraiment là. L'isolement, c'est vraiment pour les salariés une façon de se protéger. Quand on parle de burn-out, par exemple, on sait qu'il y a un des symptômes du burn-out qui est cette dimension justement du retrait social. On est obligé de se rendre physiquement sur son lieu de travail, donc on va opérer non pas une désimplication géographique, je dois aller bosser dans mon bureau, mais on va opérer une désimplication psychologique, c'est-à-dire je prends du retrait, ce qu'on appelle du cynisme. Mais le cynisme, trop souvent, c'est perçu par les managers comme étant une démotivation. C'est pas une démotivation, c'est un symptôme qui a une fonction, c'est une désimplication pour se protéger contre l'adversité que l'on vit en situation de travail. Mon premier I, c'est l'isolement, mais je veux simplement être un peu plus précis que je ne viens de le faire parce que mon raisonnement est un peu à l'emporte-pièce si je balaye devant ma propre porte. On a tous, Viannette, des traits de personnalité qui sont différents. Il y a un grand modèle en psychologie qu'on appelle le Big Five ou le modèle Océan en français, qui nous dit qu'on a notamment une dimension qui s'appelle introversion versus extraversion. Tu sais, les introvertis, pour se ressourcer ou pour se reposer, le vendredi soir, ils vont se dire je vais me prendre un bon petit thé, un super bouquin et je vais pouvoir bouquiner tranquille ce week-end. Ils vont se ressourcer dans la faible densité sociale versus des extravertis qui auront passé la même semaine en termes de quantité de travail. C'est pas parce que tu parles plus fort que tu bosses plus. Il n'y a pas de lien causal entre l'extraversion et la quantité de travail. Eh bien, les extravertis, ils auront vécu la même semaine, mais ils vont se dire le vendredi soir, je vais aller acheter une bonne bouteille et puis je vais aller chez les copains, on va faire un peu la fête, on va discuter, ça va nous faire du bien. Ils vont se ressourcer dans la plus forte densité sociale, nos extravertis. Mais qu'on soit introverti ou extraverti, si on voit que les personnes s'isolent davantage, alors ça doit non pas nous alarmer, parce qu'introvertis et extravertis sont différents, mais ça doit nous alerter. Notre premier I, c'est l'isolement. Le deuxième I, ça va être l'irritabilité. L'irritabilité, c'est quoi ? C'est celui qui a perdu tout son sens de l'humour. C'est celle qui n'a plus aucune tolérance à la frustration. C'est la personne qui va exploser rapidement. C'est la personne qui va monter dans les tours, qui a la moutarde qui lui monte au nez très rapidement. En fait, il y a un grand modèle en psychologie qu'on appelle le modèle de Berkowitz qui nous dit que toute frustration finira par générer une agressivité. Agressivité contre soi, contre les autres, contre le travail. À chaque fois qu'il y a agressivité, ça signifie qu'il y a eu frustration préalable chez l'être humain. Et lorsqu'on a perdu toute sa tolérance à la frustration, c'est qu'on est dans un état de stress, c'est qu'on est saturé de cortisol, et donc notre deuxième I, c'est l'irritabilité. Tu t'isoles, je m'alerte. Tu t'irrites, je m'alarme. Et le troisième point, c'est ce qu'on va appeler l'instabilité. Qu'est-ce que nous dit l'Organisation mondiale de la santé ? Elle nous dit que quelqu'un qui vit des grandes variations d'humeur, une sinusoïde, une cyclothymie, comme on dit en psychologie, pour une durée supérieure à 15 jours, doit nous inviter véritablement à commencer à nous inquiéter, à prendre contact avec elle. C'est normal d'avoir des hauts et des bas dans la vie. Celles et ceux qui n'aiment la vie que quand elle est belle, c'est pas la vie qu'ils aiment, Viannette, c'est une chimère. C'est le fameux « merci pour les roses, merci pour les épines de Dormesson ». Parce qu'effectivement, la vie, elle est faite d'une gamme d'états émotionnels très large. Toutes ces émotions ont une fonction, mais si on veut instaurer une politique de prévention des risques psychosociaux, on ne peut pas être dans la simple et la pure valorisation des émotions agréables. On ne peut pas être dans une forme de bullshit RH qui nous laisserait penser qu'il faut dire « j'y crois, c'est super, c'est inspirant, c'est waouh, on a envie ».
Et donc nécessairement, ce qui va être important, c'est qu'on puisse avoir une gamme d'états émotionnels qu'on va valoriser au travail et qu'on accepte d'avoir tous ces hauts et tous ces bas. Cela étant dit, si on s'isole, si on s'irrite et si on est Jean qui rit, Jean qui pleure, les montagnes russes émotionnelles, alors ce sont 3 indicateurs importants d'une santé mentale qui est en péril au niveau individuel. Ça a un rôle aussi très thérapeutique, ce que tu racontes. Parce que tu mets les mots sur les émotions, sur le cortisol. Le cortisol, j'en ai parlé dans la gestion du stress, évidemment, et la saturation de cortisol. Comment les entreprises peuvent-elles intégrer la prévention des risques psychosociaux dans leur culture d'entreprise ? On parle en psychologie de comportements de retrait. Les comportements de retrait, c'est soit l'intention de s'absenter ou l'intention de quitter. Si on commence à avoir une hausse de ces arrêts maladie, si on a une hausse de la conflictualité, si on a une hausse notamment des situations de harcèlement présumé, alors ça signifie que la conflictualité est en train de s'instaurer. Mais la conflictualité, elle ne naît pas de rien. On sait que la quantité de cortisol qu'on a dans le sang, donc l'hormone du stress, elle va nous amener une lecture hostile. Il y a des expériences en psychologie fameuses qui montrent que si tu injectes du cortisol ou de l'adrénaline dans le sang d'une personne, elle va avoir la lecture d'un film comme étant beaucoup plus agressif qu'il n'est réellement. Et donc cette conflictualité qui évolue, si elle n'est pas régulée, parce que c'est pas grave d'avoir des conflits au travail, les conflits sont consubstantiels à la coprésence, on a des conflits dans le couple, on a des conflits en situation de travail, il ne s'agit pas de vouloir les éviter, il s'agit de vouloir les regarder avec lucidité en leur donnant le signal ou l'interprétation du signal tel que nous pouvons le décrypter, c'est-à-dire ok, il y a une tension du corps social, parfois une hypertension du corps social, et il s'agit désormais de pouvoir prendre ce signal pour ce qu'il est, c'est-à-dire le témoignage, la nécessité d'agir sur les risques psychosociaux en situation de travail. Pour répondre de façon un peu plus longitudinale et complète à la question qui est la tienne, comment on peut créer une culture un peu plus saine ? Tu sais, on a en psychologie ce qu'on appelle un climat de sécurité psychologique. C'est quoi le climat de sécurité psychologique ? Pour parler français, c'est quand tu peux témoigner de ta vulnérabilité, témoigner de tes difficultés, sans qu'on te fasse culpabiliser ou sans que ton chef il s'en serve pour affirmer sa supériorité. Quand je dis témoigner de sa vulnérabilité ou de sa difficulté, c'est pas uniquement je suis en train de divorcer, mon fils a raté son bac, c'est aussi de dire je crois pas à la nouvelle organisation, c'est le 2e PSE en 3 ans et c'est difficile à tenir, on doit conduire des projets on top de notre charge résiduelle et on a l'impression de crouler sur la charge de travail, on a l'impression que l'hyperfréquence des changements organisationnels crée ce qu'on appelle un change fatigue en psychologie qui fait qu'on érode nos capacités à endosser des nouveaux changements, c'est aussi pouvoir dire tout ça. Soit qu'on te fasse culpabiliser en disant c'est que t'es un mismatch, t'es pas assez bon, en gros ce qu'on appelle une erreur fondamentale d'attribution en psychologie, on cherche en toi les causes de ce que tu vis sans considérer la dimension environnementale. On a cette dimension première qui est de se dire ok, non seulement mon manager ne me fait pas culpabiliser, mais il n'affirme pas non plus sa supériorité ou il ne se met pas uniquement dans une fausse posture de coach. Parce que j'entends beaucoup moi de désapprobation par rapport à une posture de coach, parce que si quand mes collaborateurs viennent me voir avec un problème, je leur envoie en miroir c'est quoi ta reco, je suis pas un manager en fait, je suis un miroir. Et je suis désolé, un manager c'est pas un miroir. Le manager il est là pour soutenir, pour aider, pour accompagner, pour développer. Alors qu'on amène autrui à trouver des solutions, bien sûr, c'est important. On est là pour nourrir non pas l'hétéronomie, mais l'autonomie de nos collaborateurs. Ils ne doivent pas dépendre complètement de nous, mais ils ne doivent pas dépendre complètement d'eux-mêmes non plus. C'est-à-dire que l'autonomie, c'est toujours une ligne de crête entre 2 abîmes. Entre une absence de soutien, ce qu'on appelle du laisser-faire, et de l'autoritarisme, je vais le faire à ta place. Ce qu'on appelle le management dit démocratique chez les théoriciens qui s'appellent Lippitt et White, c'est justement une façon de fonctionner d'un point de vue managérial qui amène de la réflexivité chez autrui, sous réserve de lui apporter du grain à moudre pour qu'il puisse se développer. Quel rôle les dirigeants et les managers doivent-ils jouer pour promouvoir la santé mentale au travail ? Premièrement, ils doivent avoir à l'esprit que prendre soin de soi, ça n'est jamais égoïsme, c'est toujours responsabilité et lucidité. On ne peut pas être un bon manager si on est soi-même complètement KO. C'est-à-dire que c'est la fameuse image que tout le monde connaît, quand tu prends l'avion, en cas de dépressurisation de la cabine, un masque à oxygène tombera, mettez-le sur vous avant de le mettre sur les autres, parce qu'il faut être en capacité à pouvoir donner aux autres. Mais parce qu'on a oublié, Vianette, qu'on ne peut donner aux autres que ce dont on dispose. Si tu donnes toujours autour de toi beaucoup plus d'énergie que tu n'en as, tu vas taper dans tes ressources. Mais tes ressources, celles dans lesquelles tu tapes, ce sont souvent des ressources sociales. Tu deviens infect avec tes enfants, infect avec les personnes que tu aimes, tu passes plus de temps à la maison, tu dégrades la qualité du lien qui t'unit aux autres. Ce qui est dommage, c'est que c'est la double peine. Non seulement tu dégrades la qualité du lien qui t'unit aux autres, mais c'est qu'on oublie que le premier rempart contre la détresse psychologique en situation de travail, c'est le soutien des pairs. Tu perds du soutien et en plus tu dégrades tes relations. C'est quand même fortement problématique tout ça. C'est tellement juste. Comment les leaders peuvent-ils créer un environnement de travail qui favorise le bien-être psychologique des employés ?
Alors moi j'ai envie de dire que la première chose c'est de favoriser l'expression, l'incarnation de ce climat de sécurité psychologique qui passe par la possibilité déjà de se dire ce qui va pas et pouvoir dire aussi un petit peu du mal des autres. Alors pourquoi je raconte quelque chose comme ça paraît terrible d'un point de vue moral. Mais n'oublions pas que dans les fondamentaux des groupes humains, il y a toujours un in-group et un out-group. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus tolérant vis-à-vis des gens qui font partie de notre équipe et beaucoup plus intolérant vis-à-vis de celles et ceux qu'on estime ne pas faire partie de cette identité collective. Et qu'on ait la possibilité de se retrouver dans une petite équipe pour se dire ce qu'on n'aime pas chez les clients, ce qu'on n'aime pas chez certains partenaires, ce qu'on n'aime pas dans l'out-group, sous réserve que ça soit conforme bien sûr au droit du travail et au respect de la personne. Mais on fait davantage corps ensemble si on sait se différencier du reste du monde aussi. C'est important en équipe de pouvoir dire nos difficultés, nos peines, notre animosité vis-à-vis d'une situation extérieure parce que c'est aussi ce qui va resserrer les liens. Mais c'est pas suffisant. Si on veut générer de la santé mentale au travail et du bien-être, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue managérial ? Il y a une grande théorie qui s'appelle la théorie de l'autodétermination qui nous a permis, et c'est très heureux dans les années 80, de dire ciao à la pyramide de Maslow parce qu'on sait qu'elle est débunkée depuis un bout de temps et qu'elle est quelque part, elle présente une très faible valeur explicative de la motivation humaine. On sait aujourd'hui qu'on a 3 déterminants de la motivation que sont autonomie, compétence, les psychologues disent affiliation, mais pour être plus explicite, on va dire appartenance. Un manager qui pourrait fonder son principe de management sur ces 3 composantes, on ne peut jamais motiver quelqu'un, ça n'existe pas, on ne peut pas motiver quelqu'un, mais on peut développer les conditions pour susciter la motivation d'autrui. Ces conditions, autonomie, compétence, affiliation, pour en parler très sincèrement, moi, je ne suis qu'un psychologue du travail, je n'ai pas appris à manager Vianney. En fait, je me suis dit, je vais prendre un modèle que je sais être un modèle scientifique fiable et je vais bâtir l'intégralité de mes comportements managériaux chez Sensé Cohérence sur ce modèle-là. On manage uniquement en faisant en sorte de nourrir l'autonomie chez les personnes, de la compétence et de l'affiliation, de l'appartenance. Dernière question par rapport au rôle des dirigeants et des managers. Peux-tu partager une expérience où l'engagement d'un dirigeant a eu un véritable impact positif sur la santé mentale de ses équipes ? J'en ai plein d'exemples de dirigeants comme ça, mais il y en a un c'est le patron d'un grand groupe français du CAC 40, il l'était pas à l'époque, c'était une dizaine d'années chez un gros industriel. Il y a eu une grève sur un de ses sites à côté de Lyon, une très grosse grève avec vraiment les palettes, les barbecues, tout était sorti. Et ce monsieur, il était à Paris. Et il a dit, mais en fait, s'il y a une grève, c'est par rapport aux décisions organisationnelles qu'on a prises de restructuration. On ne prend pas des décisions à Paris, Adrien, pour les faire assumer par ses équipes à Lyon. En fait, je prends le train et j'arrive. Et je monte sur les barricades et j'enlève mes chaussures, je mets les chaussures de sécurité et je vais aller discuter, je vais aller en proximité et je vais aller m'engueuler avec eux. Et je lui dis, mais pourquoi tu vas t'engueuler avec eux ? Mais il me dit, mais c'est pas grave, on est adversaire, on n'est pas ennemi. On deviendra ennemi si on ne restaure pas une communication. Cette idée selon laquelle, ça c'est les moines de Tibérine à l'époque, mais cette idée selon laquelle on peut être adversaire sans être ennemi, c'est l'idée de se dire que ce sont des arguments. Ce sont des idées que l'on va combattre et c'est ça le fondement de notre lien social, de notre démocratie, qu'on continue à perpétuer un lien même dans l'adversité. Et ce qu'il m'a appris, ce dirigeant-là, c'est que être adversaire sans être ennemi, c'est que c'est pas un intuitu personae qu'on va aller se taper dessus. On va lutter contre des idées, contre des intérêts. Et ce dirigeant qui est allé assumer sur site, il avait le respect des syndicalistes qui étaient en train de monter sur les barricades. Ils ne s'appréciaient pas mutuellement, ils n'avaient pas les mêmes idées, mais ils ont réussi à négocier et à le faire avec le plus grand des respects. J'ai pris une leçon de vie à ce moment-là, sur cette dimension d'aller assumer les responsabilités, assumer les choix, aller parler les yeux dans les yeux, et ne pas en faire une histoire de personne, mais en faire une histoire d'idées. Mais c'est sortiment tête vers le haut quand tu as un conflit, et ne pas cristalliser sur les personnes, mais justement permettre que les idées puissent évoluer. Et d'ailleurs, les entreprises vont en avoir une vraie richesse. Parce qu'à partir du moment où il y a du conflit, mais un conflit qui va être traité de façon très positive, alors il y aura des brevets, alors il y aura des innovations. C'est riche. Une société où il n'y en a pas, c'est flat. On a une représentation du conflit, si tu veux, Vianney, qui moi me paraît